Chaque semaine, le débrief Afrique bouscule les lectures convenues. Des journalistes d'ici et du continent croisent leurs regards, confrontent les faits et interrogent l'actualité africaine avec exigence et liberté de ton surtout. Aucune complaisance, aucun parti pris, aucun préjugé. Juste une lecture libre, lucide et plurielle de l'Afrique telle qu'elle se vit, telle qu'elle se transforme, telle qu'on la voit aujourd'hui. Le débrief Afrique, un décryptage sans détour des enjeux politiques, économiques et sociaux à travers celles et ceux qui façonnent l'Afrique d'aujourd'hui et de demain. Ce soir, pour analyser, partager des points de vue éclairés et croiser nos regards, justement, nous recevons pour une première Hana Foulani. Bonsoir, merci Bonsoir, pour l'invitation. Hana est journaliste, éditorialiste, anciennement rédacteur en chef de Économie et Entreprise, aujourd'hui à la tête d'une formation de formation finalement qui s'appelle Intellection. Hana, merci en tout cas d'être avec nous ce soir. Merci pour l'invitation. Avec nous également ce soir Ismaïla Sy. Ismaïla, bonsoir. Bonsoir Bachir. Je vais dire que vous êtes journaliste, correspondant d'abord de Financial Afrique au Maroc. C'est ça. Et vous êtes journaliste à Challenge Hebdo. C'est ça. Merci pour l'invitation. Modeste Kwame, c'est un habitué déjà. Bonsoir Modeste. Bonsoir. Vous êtes journaliste au site d'information Le 360. C'est ça. Et Modeste est spécialisé notamment dans les questions économiques qui traitent du continent africain en général. Bonsoir à tous les trois et bienvenue dans le débrief Afrique. On est là pour débattre justement. Ce qui fait débat en ce début d'année justement, ce sont surtout les projections, que dis-je, les promesses, voire même les résolutions de nos gouvernants. Tenez par exemple cette déclaration du chef de l'État sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, qui dit que, et je cite, « Au cœur de notre nation, la jeunesse constitue une force qui ne s'érode jamais, malgré les épreuves. C'est d'abord pour elle que j'ai décrété 2026, écoutez bien, année de l'emploi et de l'économie solidaire. » Quand le président affirme que la jeunesse est une force qui ne s'érode jamais, est-ce une conviction traduite en actes ou un discours destiné à rassurer une jeunesse aujourd'hui en difficulté? Ismaël, je veux que vous réagissiez par rapport à ça. Déjà, merci pour l'invitation, Bachir. Au fait, moi, déjà, je comprends un peu la déclaration du président Diomaye Faye, dans le sens où la jeunesse sénégalaise a joué un rôle très important dans l'ascension au pouvoir du PASTEF. On l'a vu lors des élections récentes, où les jeunes sont allés affronter le régime Macky Sall, qui ne voulait pas que le président, comment il s'appelle, du PASTEF, Ousmane Sonko, ne se présente. Et c'est ce dernier qui a, je vais dire, présenté la candidature de Diomaye. Aujourd'hui, je pense qu'en faisant ces discours, il montre une forme de redevabilité vis-à-vis de ces jeunes. Et d'un autre point, ce discours intervient pour rassurer aussi les jeunes, parce qu'il y a quelques mois, il y a eu des contestations du côté de l'UCAD, l'université Cheikh Anta Diop, où les jeunes étudiants se plaignaient du retard de bourse. Donc je pense que ce discours vient à point nommé pour rassurer la jeunesse, pour dire que dans le programme politique du PASTEF, ou du moins du gouvernement de Diomaye Faye, la jeunesse occupe une place importante. Oui, mais justement, une place importante, ça c'est je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais Hana, décréter 2026 comme année de l'emploi et de l'économie sociale et solidaire, c'est un tournant dans la politique majeure de ce nouveau gouvernement, enfin de ce nouveau, en tout cas de nouvelles autorités au Sénégal, où c'est des mesures concrètes justement pour répondre à une demande de la jeunesse sénégalaise selon vous? Alors, en tout cas, merci en tout cas pour l'invitation encore une fois, et je partage cette entrée en matière de mon collègue Ismaïla. Et en tout cas pour moi, aujourd'hui la jeunesse africaine en général, constitue vraiment un capital politique. Qu'on le veuille ou pas, c'est une évidence. Aujourd'hui, parler d'économie sociale, solidaire, parler de la jeunesse et de son importance, c'est une alternative classique, au mode classique qu'on avait jusqu'à maintenant en termes d'emploi public, privé, etc. Et donc, je pense que c'est vraiment quelque chose de concret, de factuel, avec lequel l'Afrique ou les Afriques, parce que j'aime bien dire qu'il y en a plusieurs, vont devoir composer. On a vu un petit peu les différentes manifestations qu'il y a eu sur les derniers mois autour des générations Z ou autres, etc. Donc on sait qu'aujourd'hui, cette jeunesse est à la fois une richesse,
mais ça peut être aussi, et ça c'est le revers de la médaille, ça peut être une pression sociale, une source de pression sociale importante. Donc ceux qui l'ont compris assez tôt vont utiliser ça comme un levier politique et social et une véritable richesse pour le pays. Ceux qui vont l'ignorer ou être dans le déni, ils se prendront tête. Donc c'est un tournant majeur, Modeste. C'est majeur. C'est un peu trop tôt, mais déjà l'annonce elle est intéressante. Là, on va dire que le président Diomaye Faye il saisit une urgence vitale pour le Sénégal, dans la mesure où on sait que le taux de chômage des jeunes au Sénégal il est autour de 23,6%. Quand la moyenne nationale est autour de 19,6%, c'est-à-dire que les jeunes sont beaucoup plus, il y en a beaucoup plus qui sont au chômage. Et donc, voilà, indexer ce sujet-là dans ce contexte et selon ce timing-là, c'est encouragé. Maintenant, il faut aller au-delà de l'effet de la promesse, aller au-delà de la promesse, parce que quand même, il le déclarait à la fin de l'année, c'était le discours à la nation, en fait, souvent qui est perçu comme étant une sorte de promesse générale qui ne se concrétise pas souvent. Est-ce que, justement, le tournant majeur dont je parlais, est-ce qu'aujourd'hui, cette jeunesse-là, la jeunesse sénégalaise en l'occurrence, africaine, comme disait Hannah, est-ce qu'elle attend quelque chose de concret ou elle peut accepter encore des promesses? Non, là, les promesses, c'est difficile de se baser que sur des promesses. Aujourd'hui, il faut que le président, déjà, qu'il annonce des indicateurs contraignants. C'est-à-dire, par exemple, qu'on dise, par exemple, 15%, par exemple, baisser le chômage à 15% pour une horizon 2030, 2025. Voilà, il faut un indicateur contraignant. Parce que là, quand on voit les données, on voit que les jeunes sont les plus exposés au chômage. Il y a lieu de fixer des jalons, on va dire comme ça. Il faut aussi, pourquoi pas un fonds dédié, par exemple, à l'économie sociale et solidaire. Il y a aussi un besoin à ce niveau-là aussi. Oui, Ismaël, je voulais rebondir un peu sur le propos de Modeste. Au fait, je pense que lorsqu'on a vu la vigueur avec laquelle, en tout cas, les partisans de Ousmane Sonko, qui sont majoritairement jeunes, se sont activés dans les rues pour pouvoir porter le projet politique de ce parti. Et quand on voit ce dernier, au travers d'un manifeste qui décrit un peu le programme, ils ont appelé le projet pour le Sénégal. Et aujourd'hui, après, je pense, près d'une année, presque 2 ans de gouvernance, les gens ne voyaient pas le projet en place. Donc, ils se posent des questions. Donc, les gens je pense que les jeunes aujourd'hui sont sur les fins. Et quand on voit, par exemple, sur la question de l'immigration clandestine, les jeunes Sénégalais sont beaucoup comptés parmi ces migrants qu'on retrouve dans les pays du Nord et aussi en Europe, en Occident. Donc, je pense qu'il y a une véritable réponse à apporter pour ce gouvernement. Donc, il parlait de réponse justement, Hannah. C'est une réponse urgente juste à la pression sociale de cette jeunesse-là ou c'est une juste réponse aussi politique? Non, je pense que le président de la République du Sénégal, quand même, fait partie de cette catégorie qu'on appelle jeune. Donc, il y a une certaine appartenance déjà, il y a une certaine intelligence collective autour de son discours. Mais le fait qu'on s'est arrêté jusqu'à maintenant sur le mot jeune, et je pense que sa déclaration trouve tout son sens en associant la jeunesse avec l'emploi, l'économie sociale et solidaire. Et surtout l'économie sociale et solidaire, parce qu'aujourd'hui, les idéologies, c'est fini. Je pense que l'ère des idéologies aujourd'hui, le défi continental, c'est de se défaire de ça et d'aller vers du concret, vers expliquer la capacité d'exécution. Et la capacité d'exécution, je pense qu'elle est dans le financement, dans la formation, dans la gouvernance. Je pense que c'est comme ça qu'on peut vraiment avoir un impact direct et pouvoir espérer regagner la confiance des nouvelles générations. Tout à fait. Bon. Donc, tourner autour, en tout cas, poursuivons par cette déclaration du chef de l'État, le président ougandais aussi, qui suit pour passer au deuxième sujet de notre discussion, qui revient sur l'attaque surtout des États-Unis sur le Venezuela. Je cite, c'est le président ougandais qui le dit. Je ne sais pas ce qu'ils sont en train de combattre, comme il le dit. Je suis encore en train d'étudier la situation. Nous en apprendrons davantage. Mais ce qui est clair, c'est que l'Afrique a longtemps manqué d'unité, notamment en matière de défense. C'est un rêve perdu depuis 1963. Waouh! Je dis un commentaire. Qui commente, Hannah? Je dis waouh par rapport au contraste des deux citations déjà, par rapport aux époques. Mais je pense qu'aujourd'hui, certains pays
investissent l'unité par la défense. Et ça a bercé un petit peu plusieurs générations. Et en même temps, tu as d'autres qui aujourd'hui misent le tout sur l'économie, l'éducation, l'intégration sociale. Le panafricanisme existe aujourd'hui, mais ce qui existe surtout et ce qui va s'imposer, c'est qu'il y a plusieurs trajectoires, qu'il y a plusieurs manières et plusieurs chemins d'y aller, et que ce qu'on a vu est un peu trop décalé par rapport à ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant. Je pense que les choses ont changé et qu'il va falloir de toutes les manières être en rupture par rapport à des agissements du passé. Donc c'est pas faire avec? Comment? C'est faire avec, finalement, ou pas? C'est pourquoi je voulais savoir le sens et la portée de son propos. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Mais qu'est-ce qu'il dit de l'Afrique aujourd'hui, sa déclaration? Sa déclaration, qu'est-ce qu'elle dit de l'Afrique? Oui. Je pense que sa déclaration aujourd'hui, à mon sens, en tout cas à ma lecture, symbolise cette incertitude, ce entre-deux, cet espace un peu bizarre, gris, où on se dit qu'il faut vraiment y aller et où, comme dans la vie de tous les jours, on n'a pas encore fait son deuil totalement, ou alors on est face à l'incertitude face à l'inconnu nous fait parfois hésiter, trébucher parfois, mais j'espère pas. Mais en tout cas, moi j'y vois une déclaration entre deux temps. Je ne sais pas si c'est votre lecture aussi. Oui, peut-être, mais il faut juste qu'il faut rester debout, quoi. Vous dites trébucher, mais il ne faut pas tomber, au fait, je crois. C'est ça. Hésiter, d'accord, tomber, non. Oui, c'est ça. Modeste, vous voulez réagir? Moi, on dit... Ça ne vous inspire pas? En fait, c'est des informations qui ne sont pas de bon augure, on va dire comme ça. C'est-à-dire que quand on voit la tournure que prennent les choses, il y a de quoi, on va dire, repenser aujourd'hui les politiques sécuritaires au sein de nos pays africains. En même temps, travailler aussi sur tout ce qui est cause de fragilisation, par exemple les coups d'État et consorts. Par exemple, il y a des chiffres qui me viennent en tête, par exemple, on parle de 206 coups d'État depuis 1963. Ouais. Depuis 1963. Ouais. Et ça, c'est sur le continent africain. Bon, on parle aussi, par exemple, de budget de dépenses de défense qui sont assez... Qui sont en baisse, d'ailleurs. Oui, on parle d'environ 40 millions de dollars depuis en 2024, pardon. En 2024, 40 millions de dollars. C'est relativement faible, on va dire comme ça. C'est très faible, d'ailleurs. Oui, c'est faible. Et quand tu prends, par exemple, la commission paix et sécurité de l'Union africaine, son budget, il est assez limité. On parle aujourd'hui de 6,5 millions, alors que le besoin, il est beaucoup plus important. Tout à fait. Aujourd'hui, il y a lieu de repenser on va dire, les politiques sécuritaires sur le continent et de... Ismaël, vous partagez l'idée? En fait, moi, déjà, j'ai 2 points à souligner dans cette déclaration. Oui. Le premier point, c'est que ça me fait rire parce qu'aujourd'hui, tout le monde s'essaye au panafricanisme. Aujourd'hui, c'est un fonds de commerce politique. En tout cas, tous les présidents aujourd'hui qui ont fait des décennies au pouvoir, ils savent que le panafricanisme, c'est un sujet qui intéresse la jeunesse. Donc, c'est un moyen de séduction. Il n'a pas compris? C'est vendeur comme sujet. C'est vendeur, c'est ça. C'est du marketing politique. Oui. Et il est dans ça. Et l'autre point, par rapport à l'union sécuritaire, je pense que la vraie problématique, c'est l'union politique. Tant qu'on ne va pas réussir l'union politique, on ne pourra pas réussir l'union économique ni l'union sécuritaire. Je prends l'exemple, par exemple, de la CEA. Dans les années 90, les élites ont décidé de mettre en place la Commission des États africains, économie des États africains. Malheureusement, parce que des divergences politiques, le projet a pris de l'eau. Et quand vous voyez un peu toutes les missions sécuritaires qui ont été mises en place, pourquoi ça n'a pas marché? Parce que quelque part, chacun vient avec sa vision. Donc tant qu'on ne va pas construire une véritable politique commune en Afrique, il y aura toujours des problématiques. Et je termine pour dire qu'il faut quand même essayer de faire barrage face aux leaders qui veulent utiliser le panafricanisme pour séduire la jeunesse et endormir encore les consciences. Tout à fait, tout à fait. Modeste, vous voulez rajouter un petit mot d'ailleurs? Justement, aller dans le sens d'Ismaël, souligner le fait qu'aujourd'hui, on va dire tout ce qui est mesures régionales aujourd'hui, en fait, le constat qu'on peut faire, c'est que c'est des palliatifs, en fait. C'est des palliatifs. Mais il faut aller au-delà de cela maintenant. Il faut des mesures durables, vraiment durables.
aller plus en profondeur, en fait. Donc, c'est des mesurettes, quoi, vous voulez dire. En tout cas, difficile de trancher, pardon, tant que ça relève des questions d'opinion. Justement, parlant d'opinion, Justine Judith Lekogo, députée gabonaise de la transition, en remet une couche aussi. Je vais vous lire sa citation qui est brève et percutante. Être député du tel, c'est éclairer la démocratie, pas se taire. Anna, qu'est-ce que ça dit en termes de communication politique aussi? En termes de communication politique, moi je pense en tout cas, si je dois retenir qu'une seule idée, puisque sa déclaration elle est déjà courte, donc elle se veut un peu percutante, mais moi ce que ça m'inspire en première lecture, c'est que c'est cette responsabilité que cette jeunesse politique africaine aujourd'hui a d'être un peu pédagogue dans son approche, mais en même temps et surtout rendre visible l'action publique, redonner envie, confiance aux jeunes de s'engager dans la politique, mais pas dans la politique politicienne, celle dans laquelle beaucoup de pays africains ont dû vivre par choix ou forcé. Mais en tout cas, l'idée derrière ça, c'est de dire qu'il y a de l'espoir, c'est de dire surtout qu'on est une génération de transition. En tout cas, ce qu'elle essaye de dire, c'est que c'est une génération de transition. Et d'ailleurs, c'est une députée gabonaise de la transition qui le dit. Et qui dit transition, qui dit génération de transition, dit génération qui a la responsabilité d'éduquer les générations futures, qui va peut-être même devoir à un moment se sacrifier ou sacrifier des ambitions pour pouvoir passer le relais de manière convenable et surtout de manière clean. En tout cas, une députée qui dit avant tout soutenir son parti, hein, sa ligne de son parti, je crois, et la stabilité peut-être institutionnelle aussi. Bon, est-ce que cette déclaration, c'est une attaque contre son parti lui-même ou c'est contre justement toute la représentativité nationale, publique, politique et tout ça? En tant que députée, quand elle fait cette déclaration, c'est une manière c'est une injonction faite pour le respect de l'un des caractères fondamentaux de la démocratie, qui est la liberté de penser, de dire, dans un pays où les militaires ont pour habitude, du moins en Afrique, dans la région où on voit, ont pour habitude de limiter un peu les libertés. Modeste, vous dites oui de la tête? Oui, je vais dans ce sens-là, effectivement. Il a bien fait de rappeler le contexte, effectivement. C'est une tendance, on va dire comme ça, des régimes, des autorités militaires de vouloir contenir un peu les différentes expressions. Et quelque part, en tant que député, elle essaie de rappeler son rôle, on va dire comme ça, son rôle de député, de ne pas se taire, comme on l'a dit. Donc, vous dites qu'elle est dans son rôle, quoi, c'est ça? C'est son rôle, voilà. Okay. Elle essaye un petit peu de réhabiliter, en fait, ce rôle de député vis-à-vis de la société et de l'action sociale et publique. Ben donc, c'est bien vu, alors c'est bien joué. En tout cas, restons toujours dans la politique, mais dans sa composante plutôt stratégique cette fois-ci, pour décrypter encore le message du président malien, lui, le président de l'État malien, Assimi Goïta, il dit face aux pressions et aux tentatives d'isolement et aux manœuvres d'influence, le Mali a fait un choix, celui de la souveraineté assumée. Là où certains attendaient la résignation, nous avons opposé la décision. Le temps de l'improvisation est révolu. Le Mali a fait le choix irréversible de rompre avec la navigation à vue. Fin de citation. En tout cas, le ton est donné, je crois, non? En finir avec l'approximation, le Mali tient son cap finalement. Qui répond? Hannah? En tant qu'ancienne journaliste, vous êtes journaliste, un jour journaliste toujours. Un jour journaliste toujours. Ouais. Mais la journaliste que je suis a un problème avec le fait de sortir des citations de leur contexte. On est bien d'accord là-dessus. Et l'expert en communication aujourd'hui qui vous parle préfère dans ce cas-là m'arrêter sur le wording. Et le wording est très, très révélateur. Donc, pour ne pas prendre trop de risques, puisque je ne connais pas trop le contexte et les détails dans lesquels il a fait cette déclaration, mais en tout cas, à partir du wording, on voit que c'est un nouveau wording de rupture, mais surtout, il a utilisé des mots, tentative d'isolement,
manœuvre d'influence. Et donc, on a fait un choix. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est en rupture totale avec tout ce qui s'est passé avant et qu'on est en mesure de reprendre notre avenir en main nous-mêmes, ce qui est un discours, en fait, qu'on le veuille ou pas, en fonction des mots qu'on va utiliser, revient souvent dans les différentes déclarations, n'est-ce pas? Celles qu'on a vues, celles qui vont venir par la suite aussi. Mais en tout cas, si on doit résumer tout ça en 3 idées principales, on rejette l'ingérence, parce qu'on a subi l'ingérence et tous les dégâts qu'on a aujourd'hui et qu'on essaie de rattraper. Ce qui n'est pas mauvais en soi. Ce qui n'est pas du tout mauvais, au contraire. Moi, je vois que c'est une déclaration très positive. Ensuite, on a une valorisation de la décision forte. Donc là, dans les mots qu'il choisit, certains attendaient la résignation, nous avons opposé la décision, etc. C'est vraiment très pesé comme choix de wording, je trouve. Ça valorise et c'est aussi, en quelque sorte, on finit sur une narration de résistance. Tout à fait. C'est juste que le format a peut-être changé, mais je crois que la tenue est là pour rappeler et les mots ont été choisis minutieusement. Tout à fait. Et Modeste? Oui, moi, je dis que le discours du président Goïta, il va dans le sens de la réaffirmation des choix que son régime a fait. Et voilà, aujourd'hui, le Mali, il est justement dans un processus de rupture avec ce qui se faisait avant. Et là, il le réaffirme, là, il assume. Et voilà, bon, tout n'est pas négatif au Mali. Voilà. C'est vrai que c'est un régime militaire, mais tout n'est pas négatif. Il y a des choses, il y a des points positifs. Absolument. Il y a des points positifs à souligner. Du coup, maintenant, la question centrale qu'on se pose, je pense, et je me permets à ce niveau-là, c'est de dire comment transformer cette souveraineté politique qu'on proclame, qu'on affirme, en souveraineté économique et sociale. Économique, sociale, absolument. Je pense que c'est ça la demande. La demande est plutôt sociale dans nos pays de manière générale, d'ailleurs, et économique. Ismaïla? Oui, au fait, moi, je ne suis pas du tout d'accord parce que... voilà. C'est quelqu'un qui n'est pas d'accord. On n'est pas là pour s'aligner sur les idées des autres. Au fait, moi, je pense que il faut qu'on soit un peu sérieux. Voilà. Gérer un pays, ça demande des compétences. On a vu ces dernières années des jeunes militaires qui sont arrivés à la tête de certains États par le canal des armes. Et pour moi, les choses de César demandent un niveau de compétence. Voilà, ça c'est le premier point. Et quand tu écoutes les discours de tous ces capitaines, je sens une note d'inspiration. On ne peut pas gérer des millions de vies par inspiration. Moi, je pense qu'il faut gérer les États, ou du moins les vies, avec de la planification. Ce qu'on ne retrouve pas dans ces régimes. D'accord. En tout cas, comme dirait l'autre, ça fait débat. Ça fait débat. Et le débat se poursuit avec la déclaration justement de Ali Togo, qui abonde presque dans le même sens. Il est lui du mouvement de la résistance panafricaine. Je le cite. Bon, d'abord, ouf de soulagement. Il y a presque 300 partis politiques au Mali. Il parle du Mali, c'est trop. Il est extrêmement important de revoir cela pour une nouvelle donne, pour recadrer et retracer afin de donner une nouvelle orientation à la charte des partis politiques. Il s'agit de recadrer les partis politiques ainsi que les conditions de leur création. Est-ce que ça règle le débat ou pas encore? Modeste? Alors, en fait, le cas du Mali, il est... C'est pas que Mali. Voilà, effectivement. Dans tout le pays, exactement. C'est valable dans tout les partis politiques, en veux-tu, en voilà. Il y en a une pléthore et justement, et ça, finalement, c'est la porte ouverte au clientélisme et tout ça. Ouais. Alors, le cas du Mali, en fait, ce que dit Ali Togo, on va dire, je suis, on va dire, en partie d'accord avec ce qu'il dit, c'est-à-dire le fait de, quelque part, organiser un peu, rationaliser un peu, on va dire comme ça, le paysage politique. Il y a quand même besoin de rationaliser le paysage politique. 300 partis politiques aujourd'hui, je pense que c'est un peu trop. Trop. En tout cas, lui... Certains pays ont pris des mesures dans ce sens-là. Je prends l'exemple, par exemple, du Botswana qui a pris une mesure de limiter le nombre de partis politiques. C'est important. Et ça donne des résultats, on va dire comme ça. Ce qu'il dit n'est pas forcément négatif. Donc c'est une façon, lui, claire de dire qu'il faut assainir la vie politique. Ismaël, c'est comme ça que vous le lisez? Oui, effectivement, moi, je rejoins un peu Modeste, mais je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas une question de limitation de partis. Dans un pays, on peut avoir 400 partis. Le plus important pour moi, la démocratie en Afrique, c'est la bonne gouvernance. C'est la lutte contre la corruption. C'est le partage équitable des richesses. Tant qu'on ne résout pas ces questions, on ne résout pas la question de la démocratie en Afrique. Anna, vous abondez dans le même sens aussi, certainement? Écoute, franchement, cette citation m'inspire ce dilemme
qu'on a aujourd'hui, choisir entre le multipartisme et une véritable représentation de l'efficacité, ce dont on parlait tout à l'heure, voir l'impact et descendre tout ce qui est dans les discours, etc. Voilà. Maintenant, c'est typique à une période de transition. On en parlait au tout début avec les autres déclarations. Et quand on est dans une période de transition, on a tendance un petit peu à diluer la représentation pour pouvoir un petit peu plus maîtriser les changements, surtout les changements majeurs qui vont devoir être opérés au niveau de plusieurs contextes. C'est aussi favoriser l'opportunisme, en quelque sorte, si j'ose dire ça comme ça, et affaiblir la lisibilité démocratique, parfois, n'est-ce pas? Oui, donc, 300 partis, c'est à double tranchant, c'est trop, mais je pense que quand on passe vraiment d'un seul parti à une moyenne, on est obligé de passer encore par l'excès pour... bon, maintenant, c'est une déclaration un peu générale et généraliste. Encore une fois, il faut la remettre dans son contexte pour pouvoir analyser plus finement. Mais en tout cas, c'est encore un message qui dit que l'Afrique est en marche vers un renouveau politique et on peut que... Voilà. Applaudir en attendant des jours meilleurs. Et aussi, oui, aussi peut-être que l'Afrique est dans une dynamique politique certaine depuis un moment. Certain, parce que les partis se créent, que la vie politique soit en mouvement comme ça, peut-être ça dit quelque chose aussi de cet engagement politique qui peut aussi, dans certains pays, en tout cas, il y a besoin, je crois. Il y a un besoin d'assainir cet historique politique. Et pour assainir, parfois, on a besoin de diluer les choses et La rupture n'est pas toujours évidente dans tous les contextes et dans tous les pays. Et donc, parfois, on doit passer par une sorte de dilution avant de... Je voulais revenir sur... Non, ça m'inspire. Enfin, je voulais revenir sur quelques chiffres. J'aime bien étayer les faits par les chiffres. Et au niveau du Mali, on parle d'une augmentation de 150% des partis politiques depuis 2009. C'est-à-dire que à un moment donné, ça devient un peu trop. Je pense que de laisser en fait, libre cours à tout le monde, voilà. Comme Anan a dit, en fait, il faut trouver un équilibre. Il faut trouver un équilibre entre l'expression de la volonté politique des personnes et tout ça, et la régulation en fait d'un écosystème, on dit comme ça, de la vie politique. De la vie politique. Tout à fait. J'ai pris l'exemple du Botswana, qui a limité à 20 formations politiques dans le pays, pour justement permettre à tous ceux qui veulent s'exprimer de trouver au moins dans 20 partis politiques, il y a la possibilité de trouver un canal où s'exprimer. Forcément. Mais 300, je trouve que c'est... Maintenant, le défi, ce n'est pas de s'exprimer, parce qu'on a eu la théorie, on a eu des discours. Exactement, le défi, c'est d'avoir du concret sur le terrain. Pour ça, il faut avoir des programmes, et c'est ces programmes-là qui vont décliner le besoin qu'on a d'avoir autant de partis ou pas. La question qui se pose avec les 300 partis, c'est comment ils sont financés, comment ils vont être gérés. Ça, c'est un autre débat, je crois. Ça te renvoie peut-être à ta prochaine notre prochaine. Ouais, pourquoi pas, on va mettre ça en citation prochainement, certainement. En tout cas, le débat ne s'arrête pas. En tout cas, ne soit pas tombé. Bien au contraire, surtout quand Mohamedou Sana, c'est le ministre burkinabé de la Sécurité, lui qui déclare, je cite, « L'opération de la déstabilisation était prévue pour le samedi 3 janvier à 23h et impliquait une série d'assassinats de personnalités militaires et civiles, en commençant par la neutralisation du camarade et capitaine Ibrahima Traoré. » Le contexte, c'est qu'il parle de dissidents burkinabés qui veulent déstabiliser le pays. Ismaïla, c'est votre voisin, le Burkina Faso. Oui, effectivement, c'est notre voisin. Et ouais, bon, pour des mesures de précaution, je vais quand même aborder le sujet avec beaucoup de tact. Voilà. Au fait, moi, je vois cette déclaration comme aujourd'hui au Burkina, chaque 2 mois, il y a des tentatives de coup d'État. Chaque 2 mois, on sort des déclarations. On a échappé à une tentative de coup d'État. Mais après, aujourd'hui, moi, je pense que la véritable question, c'est à quand le retour de l'ordre constitutionnel? C'est ça la véritable question pour moi. Mais la question qu'on se pose, c'est de savoir, est-ce que c'est simplement des bruits de bottes ou justement c'est de vraies tentatives de déstabilisation? Oui, moi je pense qu'aujourd'hui, que ce soit au Burkina ou au Mali,
on est un peu dans la politique de la peur et la politique de, comment on dit ça, de la mise en avant de la sécurité pour pouvoir demeurer au pouvoir. C'est bien beau. Comment j'ai lu ce truc, je pense que ici, Ibrahim Traoré, quand il a pris le pouvoir en 2022, il a promis au peuple le retour, du moins le retour d'un pouvoir civil après 1 an. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Les libertés, bon, je ne vais pas redire un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, les libertés sont réduites. Et pour moi, la véritable question, c'est de savoir à quand le retour constitutionnel. C'est une question. Vous voulez la question? Est-ce que quelqu'un a la réponse? Modeste? Je ne sais pas si lui a la réponse. Anna, vous avez la réponse? Non, en fait, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, quand je lis ça, je me dis, il est un peu dans son rôle, un ministre de la Sécurité. Je trouve aussi, ouais. Ce qu'il essaye de faire, c'est de donner un maximum de détails pour dire que vraiment, on sait, qu'on a agi. Mais bon, la question que moi, je me pose à ce stade, c'est de dire, pour l'Afrique, aujourd'hui, l'équilibre entre la sécurité réelle et la gouvernance durable, quand est-ce qu'on aura ça? Quand est-ce qu'on va s'en rapprocher? Parce que pour moi, ça sonne creux, tout ça. C'est une déclaration. Tout à fait. Modeste, ce n'est pas la peine que je vous interroge là-dessus, je crois. Donc, parlant justement de déstabilisation, le Tchad n'est pas épargné non plus au regard du communiqué de la ministre tchadienne du pétrole, des mines et de la géologie. Ndolenoji Alix Nambaye, qui dit, je cite, « Aucune demande de fonds, de faveur ou d'informations confidentielles ne serait jamais effectuée par la ministre via ces canaux illégitimes. » C'est une sorte de racket des organisations mafieuses qui essaient de tromper un peu les citoyens en leur disant que c'est le ministère qui réclamait, etc., etc. Donc, elle réagit par rapport à ça. Ça inspire quoi? Anna, vous, en tant que communicante déjà, journaliste communicante. Oui, journaliste communicante. Moi, je joue avec les mots et les mots, encore une fois, je vais m'y arrêter pour vous livrer un petit peu, parce que là, c'est très fort quand même comme déclaration. C'est assez porteur. Et puis en plus, c'est une femme qui le dit, avec toute cette symbolique d'une femme politique africaine, avec toute cette présence et cette prestance qu'elle a, je dirais que, en quelque sorte, ça révèle en side de cette déclaration les nouvelles vulnérabilités de l'Afrique. Parce que jusqu'à maintenant, on savait que la vulnérabilité de l'Afrique venait de l'argent sale, des pressions, des trafics, voilà, de sécurité. Mais aujourd'hui, il y a une nouvelle donne aussi qui est très, très importante et qu'on néglige encore un peu, à mon sens, c'est tout ce qui est digital et toutes ces nouvelles technologies qui font qu'aujourd'hui, l'Afrique est quand même un peu plus vulnérable parce que elle peut être accusée aussi d'un certain nombre d'actes et d'actions qu'on ne comptabilisait pas jusqu'à maintenant et qui peuvent avoir un impact négatif très très fort si on n'en prend pas conscience aujourd'hui. Je pense que derrière ce qu'elle dit et derrière cette phrase qui peut paraître un peu anodine, un peu politique, je pense qu'il y a un sens assez profond à aller chercher. C'est une alerte. Je disais qu'à l'aide des fake news et tout ça, des réseaux sociaux et tout, au fait, la sortie de la ministre, justement, dépeint un peu cette lutte que les autorités aujourd'hui, un peu partout, mènent, on va dire comme ça, pour contrer un peu la diffusion de fausses informations et tout ça. La fraude numérique. Mais en notant que quand même, ce n'est pas un cas isolé, le Tchad. Dans ce domaine, Anna disait que c'est toute l'Afrique, ou au-delà d'ailleurs, je crois, non? Bien sûr, ça c'est répandu. Aujourd'hui, à l'aide digitale et du smartphone et tout ça, l'information, la bonne ou la mauvaise, elle se répand comme traînée de poudre, du coup. Avant, quand il y avait fraude, ou quand il y avait de l'argent sale qui circulait, on savait d'où est-ce que ça partait et où est-ce que ça arrivait. La destination, on la connaît aussi, enfin après coup bien sûr, mais aujourd'hui face à toute la fraude numérique qu'on peut avoir, face à la désinformation, voire carrément l'usurpation institutionnelle. Aujourd'hui, on a l'impression de s'adresser à une institution publique ou politique ou autre, mais en fait, derrière se cachent d'autres visages. Et je pense que ça, c'est vraiment la sonnette d'alarme qu'elle veut tirer. Je pense. Justement, parce que cette déclaration, ce communiqué, en tout cas, fait suite effectivement à des
des racketteurs qui se font passer pour des agents de ministère, etc., qui demandent aux Tchadiens etc. Donc c'est effectivement ça. Donc Ismaïla, vous n'avez pas réagi par rapport à ça? C'est la même chose. Je pense qu'il y a un rapport que j'ai lu qui disait qu'en 2025, l'Afrique a été l'une des régions les plus ciblées par les cyberattaques. Et je pense qu'aujourd'hui, cette déclaration doit quand même amener les États à prendre plus au sérieux les questions des cyberattaques et aussi à initier une diplomatie cyber. Quand on voit des pays comme le Rwanda, des pays comme le Maroc, en tout cas, qui sont très avancés sur les questions des e-gold, je pense qu'aujourd'hui, il faut initier des couloirs de coopération avec ces pays dans le but de faire face à ces menaces. Tout à fait. On va traverser la frontière pour aller juste à côté au Cameroun, le Cameroun voisin, où le journaliste, notre confrère, le politologue camerounais Georges Douguili, qui tire la sonnette d'alarme en déclarant, je cite, « Le président est seul à décider et il peut sortir son gouvernement demain ou dans un mois. Il n'est tenu par rien. C'est comme ça qu'il a toujours gouverné. » Il parle du président Paul Biya, qui tarde d'abord à mettre en place les institutions, le gouvernement, pour commencer à travailler. Est-ce que c'est un problème? Ce n'est pas un problème, mais ce n'est pas une nouveauté non plus. En fait, il souligne quelque chose qui existe, quand bien même on dirait qu'on est en transition, on est en mouvement, on va vers quelque chose, etc. Souvent, c'est une réalité qui nous rattrape, à savoir la personnalisation extrême du pouvoir. Cette personnalisation extrême du pouvoir reste aujourd'hui comme une carte joker qu'on va sortir dès qu'on sent qu'on ne maîtrise plus la suite des choses ou la situation. Et cette faible institutionnalisation peut être dangereuse. Ismaïla, c'est votre lecture? Oui, pareil, je partage la position de Rana. En fait, aujourd'hui, moi, je pense qu'au Cameroun, on est dans un régime des hommes forts. Et comme disait Rousseau, les hommes forts font les pays et les institutions fortes font les nations. Donc, je pense que le Cameroun, en tout cas, doit construire des institutions fortes. Ils ont besoin de ça, oui. D'ailleurs, je pense que toute l'Afrique a besoin d'institutions fortes. Ouais. Obama il en a parlé, effectivement. Le président Obama disait ça. Il faut des institutions fortes plutôt que justement des hommes forts. Là, la plupart des pays francophones ont ce gros problème-là de l'hyper-présidentialisation. Les présidents, ils ont une aura, une présence, etc. Mais... Quelque part, ça fragilise en fait, les institutions. Et en fait, à travers ce qu'il dit, en fait, il ne fait que dépeindre ce qui se passe dans le pays. Je pense que le Cameroun quand même gagnerait on va dire, à renforcer ces institutions. Moi, ce que j'aimerais dire, puisqu'on est dans un contexte de foot, de Cannes, etc. Hein, je ne fais pas exprès, c'est pas parce on n'y échappe pas de toute façon. Le Cameroun, Maroc, exactement. Ouais. Mais en tout cas, je pense à cette symbolique de jouer en équipe. Je pense qu'un homme politique fort, porté à la tête d'un pays, ne peut pas jouer seul sans le reste. Et le reste de l'équipe, c'est les institutions. Ça ne va pas dans les deux sens, en fait. On peut avoir des institutions fortes, elles pourront porter le pays et voir transformer la personne qui va arriver. Mais une personne forte, un leader, combien même il aurait toute la bonne volonté du monde, si une fois en poste, il n'a pas les institutions sur lesquelles il peut appuyer, il ne marquera pas de but. Tout à fait. Tout à fait. En tout cas, la symbolique est très, très forte. Une belle symbolique. Elle est très forte. Maintenant, si je vous dis milliardaire africain, si je dis nigérian, vous répondez certainement Aliko Dangote. Effectivement, le président Dangote de Raffinity, qui relativise aussi les commentaires faits autour de la question du pétrole, il dit que les États-Unis ont été l'un de nos principaux fournisseurs de pétrole brut. C'est pourquoi quand quelqu'un dit que Donald Trump, encore lui, n'est pas satisfait de notre raffinerie, c'est faux. Il est plus que satisfait de notre raffinerie, car en moyenne, nous n'achetons pas plus de 100 millions de barils aux États-Unis chaque année. Est-ce que c'est du vrai gentleman agreement comme lecture ou juste une façon aussi de calmer le jeu, Hannah? Moi, je dirais que ce qu'il proclame... C'est une vraie communication, en fait. Oui, il est bien conseillé. Dites-moi. En fait, c'est une grosse déclaration d'indépendance. Ce qu'on a aujourd'hui entre les lignes, ce qu'on lit dans une telle déclaration, c'est que
il a envie d'être un peu en rupture avec cette dépendance qui a pesé sur l'histoire avec un grand H de l'Afrique en tant que continent et des différents pays qui la composent. Et je pense qu'on a assez souffert de cette dépendance, on va dire, en termes de pétrole, en termes d'industrie, en termes de technologie aussi. Et que ce qu'il essaye de nous faire passer comme message aujourd'hui, c'est que il faut faire avec ce qu'on est aujourd'hui, être fier de ce qu'on est et le faire valoir, le mettre sur la table et le défendre avec la bonne attitude. Oui, tenir en compte aussi le fait que maintenant le Nigeria raffine son pétrole, ce qui n'était pas le cas. Exactement. Mais avant, même si on avait des pays qui étaient à ce niveau-là, ils ne le criaient pas. Alors on était même légèrement, on va dire, timide, effacé pour proclamer. Et là, ce changement d'attitude fait qu'on y retrouve cette fierté africaine. J'ai envie de dire ça. Ismaïla, c'est la même lecture? Oui, en fait, moi, je vois ici une déclaration un peu mesurée du président Aliko Dangote, quand on voit un peu la politique du marteau du président Trump, qui en tout cas qui ne lésine pas à taper sur les élites. Donc aujourd'hui, le PDG Dangote essaie quand même de ménager un peu les Américains et essayer de surfer sur la vague, comme on le dit. Oui. Je pense qu'il le fait très bien, je crois, non? Là, il protège en fait, un projet vital pour le Nigeria et pour l'Afrique de l'Ouest. C'est sa raffinerie. C'est un projet important. Et quelque part, en fait, il vient, on va dire, ce projet-là, le projet de raffinerie, il vient quelque part combler un gros vide qu'il y avait au niveau du Nigeria, qui n'arrivait juste pas on dit qu'il y a un gros producteur, gros producteur sur le continent, mais qui n'arrivait pas à lui-même s'alimenter, qui importait du pétrole. Voilà. Donc, voilà, comme Anan a dit, il ménage un peu, les Américains par rapport au contexte qui prévoit actuellement et tout ça. Parce qu'il dit gentiment des choses assez fortes, c'est-à-dire qu'on n'est plus le grenier du monde, on n'est plus les mines, etc. du monde. Aujourd'hui, l'Afrique est aussi industrielle. Ouais, l'Afrique a la capacité aujourd'hui et les compétences surtout pour transformer sa richesse et la vendre avec une forte valeur ajoutée. Et ça, on peut l'appliquer à la raffinerie, parce que je pense que la raffinerie, dans son programme politique et de gestion du pays, porte une symbolique forte de toute une industrie complexe et assez importante, qui peut driver toute une économie et tout le développement social derrière. Tout à fait. En tout cas, on va garder maintenant le meilleur pour la fin. On revient encore à la CAN, parce qu'il s'agit il s'agit bien du ministre sud-africain, cette fois-ci des Sports. Oui. Gaëtan Mackenzie, littéralement tombé sous le charme de l'organisation du Maroc à la CAN 2025. Il dit clairement: j'admire le travail réalisé par le Maroc, faisant de la CAN 2025 la meilleure édition qu'il ait jamais vu, que je n'ai jamais vu certainement, que je n'ai jamais connu certainement, il voulait dire. Le Royaume a placé la barre très haut et offert à l'Afrique une compétition à la hauteur des plus grands standards internationaux. Fin de citation. Tu me regardes là? Oui, le ministre sud-africain des Sports qui dit ça. Oui, c'est... Modeste. Moi, je vais dans le sens du ministre. Ce qu'il dit, c'est... Il reconnaît le travail colossal qu'a fait le Maroc. C'est à féliciter. En fait. Je pense que quand quelque chose est bien fait, il ne faut pas hésiter à le dire. Quoi. Et bon, en tant que, c'est un Américain, c'est un Sud-Africain, c'est vrai. Il y a plus ou moins des antagonistes entre les pays, mais voilà, quelque part, ce qu'il dit, il applaudit au fait le travail, la qualité du travail qu'il fait. Donc s'il le dit, c'est que vraiment les standards sont portés très très haut. Ouais. Ça aurait été un petit pays, on va dire peut-être il n'y a rien peut-être dans ce pays, donc forcément il voit grand tout partout. Mais là c'est l'Afrique du Sud qui le dit, je pense que ça valide beaucoup plus encore. Ismaël? C'est ça, au fait, moi je pense que le Maroc, depuis des années, à travers Sa Majesté, a initié une véritable diplomatie sportive. Comme ça a été fait au Qatar. Et je pense que le sport aujourd'hui est un levier d'influence. Quand on voit les investissements qui ont été faits
dans les infrastructures, quand on voit le lobbying du Maroc dans la CAF. Je pense qu'il y a quelques mois, il y a eu une ouverture d'une antenne de la FIFA à Rabat. Donc, cette déclaration vient à point nommé pour moi. Je salue un peu tout ce qui a été fait et tout le monde est d'accord sur cette parfaite organisation de la CAN. Et je souhaite au Maroc la victoire face à nos beaux, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, les Camerounais. Anna, j'imagine que vous partagez le même commentaire. Écoute, moi je te remercie pour cette citation parce qu'elle a fait l'objet d'un échange assez houleux avec mon fils qui est chroniqueur sportif et pour lui ça a tout son symbole et tout son poids aujourd'hui parce que, comme tu l'as si bien souligné, ça vient de l'Afrique du Sud. Parce que l'Afrique du Sud est un pays qui a organisé la Coupe du Monde en 2010, parce que l'Afrique du Sud est souvent citée comme référence en matière d'infrastructures sportives sur le continent, n'est-ce pas? Donc on ne va pas l'impressionner juste avec 2-3 petits tours de jonglage sur le terrain, parce que c'est un poids lourd du sport africain qui le dit. Et donc, à mon sens, pourquoi elle est importante cette déclaration? Parce que c'est une reconnaissance de leadership. Et je pèse mes mots. C'est pas juste un compliment protocolaire ou quelqu'un, quand même, ça vient quand même d'une grosse personnalité qui a tout son poids sur la scène politique, sportive et de soft power. Et je pense qu'aujourd'hui, on a un petit peu gagné cette CAN à travers des déclarations comme ça, de reconnaissance de ce leadership qu'un pays comme le Maroc peut avoir. Et je pense que c'est une très belle victoire diplomatique aussi. Et ça nous ramène à tout ce que la magie du football peut faire. On imagine que c'est un jeu, mais en fait, c'est de la politique, c'est de l'économie, c'est du social, c'est de la création d'emplois et c'est du leadership continental. Merci. Chers confrères, merci Hanan, merci Ismaïla, merci Modeste. Le débrief Afrique avec des regards croisés, l'Afrique sans filtre. Merci chers consoeurs et confrères. Hana Foulani, je rappelle que vous êtes journaliste, éditorialiste, aujourd'hui chef d'entreprise d'une consultante médias, communication, stratégie et influence. Ismaïla Sy, vous êtes journaliste à Challenge Hebdo, j'ai rappelé, vous êtes aussi correspondant de Financial Afrique au Maroc. Merci. Modeste Kwame, vous êtes journaliste au site d'information Le 360, spécialisé dans les questions économiques de manière générale, en tout cas sur le continent. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous rester fidèles. À la semaine prochaine, si vous le voulez bien. Merci.